Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sylvie Guinard. Aujourd'hui, je dirige une PME industrielle, une PME familiale de 80 personnes qui s'appelle Timonier. Nous sommes au nord de Lyon et nous concevons et fabriquons des machines d'emballage. Aujourd'hui, moi, mon parcours, puisque je vais déjà commencer par ça, c'est un parcours un peu atypique pour une fille. Parce que je n'étais absolument pas destinée à rentrer dans cette entreprise. Je n'étais absolument pas passionnée de machines ou d'emballage. Moi, j'étais une passionnée d'espace. Et j'aurais adoré être astronaute. Et en fait, toute ma vie, elle a commencé avec ça, en me disant quel peut être le parcours pour être astronaute. Et à l'époque, quand j'étais enfant, le premier astronaute qui est parti, il était pilote de chasse. Et je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je serais donc pilote de chasse. Sauf que l'école était interdite aux filles, l'école de l'armée de l'air. Et donc, je me suis dit, bon, attendons un peu, le deuxième astronaute part, et en l'occurrence, il est ingénieur dans le spatial. Qu'à cela ne tienne, je serai donc ingénieur dans le spatial. Entre-temps, Claudie Aigneret est partie, médecin dans le spatial. Je me suis dit, waouh, j'ai même la chance d'avoir le choix, je peux être soit ingénieur, soit médecin dans le spatial. Et en fait, c'est un peu l'école qui a choisi pour moi, parce que les bons élèves, on les mettait ingénieurs, donc je suis devenue ingénieur dans le spatial. Et donc, j'ai commencé toute ma carrière en étant ingénieur dans le spatial, en travaillant au CNES, en travaillant sur Ariane 5, en travaillant sur les satellites. Et j'ai eu l'immense opportunité professionnelle d'être embauchée par une toute petite boîte. À l'époque, nous étions 18 personnes qui avaient remporté le marché pour faire des composants très critiques d'Ariane 5. Et ils cherchaient quelqu'un qui connaissait un peu cet environnement du spatial. Et je dis c'est une opportunité parce qu'à travers la petite entreprise, j'ai pu découvrir une multitude de métiers, une multitude très jeune de responsabilités. Et cette entreprise, comme on fabriquait vraiment des composants très critiques, j'ai été amenée à travailler sur Ariane 5, mais sur les sous-marins d'attaque nucléaire, sur les chars d'assaut, sur les plateformes pétrolières, sur les grues, sur le métro. Et tout mon début de carrière professionnelle, en fait, m'a porté à avoir une vision du monde de l'industrie plutôt très très large, avec des donneurs d'ordre, parce qu'en plus, on était sur des applications très critiques, donc ils faisaient peur à tout le monde. Donc moi, petite jeunette de 30 ans, j'avais en face de moi le patron du CNES, le patron du GIAT, le patron de l'aérospatial, le patron de Technip. Voilà, un parcours hyper enrichissant. Et là-dessus, mon mari, qui a sa propre carrière professionnelle, me dit, écoute, j'ai une super opportunité, mais c'est à Lyon. Et je me suis dit, mince, c'est pas exactement là qu'est mon entreprise aujourd'hui, puisqu'on était à l'époque en Alsace. Et je me suis dit, qu'à cela ne tienne, on fait un choix de vie et je te suis. Et donc, j'arrive sur Lyon. Et j'arrive sur Lyon donc avec une carrière professionnelle et des connaissances qui sont surtout des connaissances d'ingénieur d'affaires. On est en l'an 2000 et à Lyon, ce métier n'existait pas. Pas encore. Aujourd'hui, on a l'impression que le métier d'ingénieur d'affaires, de gérer des projets, c'est juste quelque chose qui a toujours existé. Il y a 18 ans, ce métier n'existait même pas à Lyon. Donc pour vous dire à quelle vitesse les métiers, les carrières peuvent être amenées à évoluer, ça ne va faire qu'amplifier. J'arrive sur Lyon et donc du coup, je me suis dit, le marché du travail n'est pas là pour moi. Qu'à cela ne tienne, je vais donc me faire mon marché du travail. Et donc j'étais partie pour créer mon entreprise. Et au fur et à mesure des rencontres, finalement, je finis par partir sur cette entreprise qui s'appelle Timonier, dans laquelle je rentre en 2002. Je reprends la direction de cette entreprise en 2007 et je rachète Timonier en 2013. Et donc, finalement, toute cette petit bout de parcours, qui n'était absolument pas un parcours qui était tracé, un parcours qui avait été dessiné au début, je vous le raconte parce que c'est pour vous dire les parcours, les opportunités, c'est vous qui allez vous les créer. Quand vous êtes amené, et que vous soyez fille ou garçon, je veux dire, il n'y a pas de problématique. Moi, ça n'a jamais, jamais, jamais été une barrière d'être une fille dans l'industrie. Je dirais même, c'est une opportunité incroyable parce que finalement, on est si peu nombreuses que celles qui y vont sont perçues comme des personnes qui en veulent, qui sont compétentes parce qu'en plus, elles avancent. Et puis, je vais être assez honnête, en plus, on est plutôt chouchouté, ce qui n'est pas désagréable. C'est peut-être pas vrai dans tous les secteurs, mais en tout cas, dans le monde de la mécanique, ça l'est. Et donc, je fais mon petit bout de parcours avec plein de métiers différents. Je rentre dans l'entreprise avec un savoir-faire que j'ai, donc j'apporte l'ingénierie d'affaires. Et puis, je vais prendre la direction du bureau d'études 2 ans plus tard. Et puis, je commence le biais de la direction générale. Et puis, finalement, je reprends la direction générale.
Et puis maintenant que j'ai racheté l'entreprise, et ben maintenant, ça devient un peu un jouet que j'emmène avec moi, avec tous les développements et les évolutions que j'ai envie de faire. Et avec ma nature curieuse et mon envie d'avancer, eh ben en fait, c'est assez génial d'avoir son entreprise à soi parce qu'on peut la transformer avec la vision qu'on a du monde. Et moi, aujourd'hui, je trouve que c'est absolument génial que d'avoir l'opportunité de vivre une véritable révolution industrielle, mais une telle évolution qu'en fait, c'est en train de remettre en cause non seulement toutes les technologies qu'on utilise, mais en plus, c'est en train de remettre en cause la manière dont on travaille, l'organisation du travail, l'organisation de nos sociétés, la manière dont les collaborateurs nous accompagnent. De me dire qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va se former et qui va faire 40 ans le même métier, c'est quelque chose qui me semble d'une absurdité totale. Ça n'existera plus. Ce qui veut dire que quand on va commencer à travailler, eh ben on va travailler sur un poste donné, avec des compétences données à un moment, et puis ces compétences, on va les faire évoluer. Alors c'est une immense chance, parce que ça veut dire qu'on va avoir l'opportunité, parce que nous, en tant que personne, on évolue, de finalement avoir un métier qui va évoluer avec nous, et qui va correspondre un peu plus à nos aspirations. Ça implique deux choses. Ça implique qu'il faut avoir envie d'évoluer, avoir envie de se former, qu'il faut être curieux de voir un peu autour de soi, finalement, quelles sont les opportunités qui se présentent. Et là où je dis que c'est extraordinaire en ce moment, c'est qu'on est en capacité de pouvoir avoir accès à la connaissance, au savoir, à la formation, à des entreprises de maturité très différentes dans cette transformation pour finalement trouver chaussure à notre pied, pour finalement arriver à trouver un environnement, une entreprise, un écosystème dans lequel on trouvera soit un côté rassurant quand on a besoin de l'avoir, soit un côté très innovant quand on a besoin de l'avoir, un côté très créatif ou un côté très encadrant. Il y en a pour tout le monde. Voilà. Donc, si j'ai un message vraiment à faire passer à vous tous, ici peut-être qui vous posez des questions sur un possible avenir professionnel, sur mais où sera ma place demain, est-ce qu'il existera encore des métiers demain? J'ai envie de vous dire, là, on est en train de faire face à un nombre de métiers qui vont se créer qui est absolument fou. Petit exemple de mon ingénieur d'affaires, aujourd'hui, c'est vraiment un métier on ne peut plus courant, mais le numérique va créer des métiers déjà nécessaires en termes technologiques pour arriver à répondre aux questions et pour répondre à ces connectivités. Mais indépendamment du côté technique, ça modifie la manière dont on travaille, ça modifie la manière dont on interagit et ça va modifier profondément la manière dont nous, on constitue et on construit, on développe nos entreprises. Quand je regarde, si je me projette dans quelques années, peut-être que ça sera 5 ans, peut-être que ça sera 50 ans, je ne sais pas. Ce que je sais par contre, c'est que ça va arriver. C'est que les modèles qu'on connaît aujourd'hui, les modèles de société sur lesquels nos parents se sont construits, sur lesquels nous, enfants, peut-être on a commencé à se projeter, ce sont des modèles qui n'existeront plus en tant que tels. Ils auront bougé, ils auront évolué. Et vous allez être les acteurs de ça. Alors nous, en tant que chef d'entreprise, on a besoin aujourd'hui, dans un monde qui est en train de se transformer, mais on ne sait pas trop comment, d'essayer d'arriver à laisser la place à ces nouvelles émergences sans mettre en danger nos entreprises, sans mettre en danger non plus nos collaborateurs, parce que c'est très inconfortable de changer. Quand on est arrivé dans un train-train qui fonctionne, on se dit pourquoi on va changer, ça fonctionne bien. Ça a toujours fonctionné par le passé, ça va fonctionner demain. Eh bien non. Il y a quelques jours, j'avais un confrère qui prenait l'exemple de dire Maréchal Ferrand, en 1900, quand on a créé le Grand Palais. D'ailleurs, dans le Grand Palais, au passage, dans les sous-sols, il y avait des écuries. Donc, en 1900, le moyen de transport, c'était les chevaux. À Paris, il y avait plus de 10 000 chevaux partout. C'est ce qui permettait d'arriver à transporter les gens, à transporter les marchandises. Le maréchal Ferrand, il ne se pose même pas de questions. Évidemment que je suis maréchal Ferrand, il y a des chevaux. J'ai un métier aujourd'hui, j'en aurai demain. Enfin, les chevaux, il y en aura toujours à Paris. 40 ans après, si peut-être il y avait 100 chevaux dans Paris, ça sera bien encore un grand maximum. Il n'y en avait plus dans Paris. Il n'y avait plus de chevaux, c'est plus le cheval qu'on utilisait pour se déplacer. Donc le maréchal Ferrand, il ne se trouve plus dans Paris, il se trouve ailleurs. Mais à côté de ça, tous les moyens de transport qui se sont créés ont créé énormément de métiers nouveaux qui n'existaient pas du tout, de manières d'organiser la ville qui n'existaient pas du tout, de manières de faire du commerce qui n'existaient pas du tout. Et bien là, c'est ce qu'on est en train de vivre, non pas juste sur un petit bout de révolution technologique, mais sur un bouleversement mondial. Aujourd'hui, quand vous avez un jeune là, qui vient utiliser son téléphone et qui pose une question,
Sa question, il ne la pose plus à son voisin qui est juste le voisin de palier, le voisin en ayant toqué à sa porte. Quand il envoie le message, il l'envoie sur Internet. Et là, il va toucher les 4 coins de la planète. La réponse qu'il va recevoir, elle arrive peut-être de Chine, elle arrive peut-être d'Argentine, et elle arrivera aussi vite et avec le même niveau de pertinence que son voisin. Aujourd'hui, moi, je suis... ça bouleverse. C'est des moments où on se dit, oula, il faut faire attention parce que c'est en train d'évoluer très vite. Je vous prends un exemple. Un projeteur au bureau d'études. Il est en train de concevoir la machine en 3D et il se pose une question sur la manière dont il faut qu'il paramètre le logiciel pour arriver à faire une manip. Plutôt que de se tourner vers le collègue qui est juste sur le poste d'à côté, en gros à 1,50 m, eh ben, il se met sur son téléphone et il pose la question sur Internet. Alors effectivement, il a 70 personnes qui lui répondent, et j'en ai aucun doute, des réponses très très pertinentes. Mais il n'a pas le réflexe de demander d'abord à son voisin. Et je le vois faire, je lui dis, mais c'est quand même surprenant. Je lui dis, ok, tu as peut-être plus de choix dans les réponses, elles sont peut-être plus pertinentes, mais c'est quand même bizarre, pourquoi tu n'as pas posé la question à ton voisin? Et il me dit, parce que je n'ai pas voulu le déranger. Et moi, en tant que patron, ça m'interroge pour 2 choses. D'ailleurs, parce que je me dis, en termes de relations humaines, moi j'ai du mal. Je me dis, j'ai quelqu'un à côté de lui, j'ai plutôt tendance à aller lui parler que de lui parler à travers le téléphone. Mais force est de constater que, en tout cas pour la génération qui arrive, ce n'est pas forcément un frein. On peut parler à travers le téléphone, même s'il est à 3 mètres. Et puis la deuxième chose, c'est de se dire aussi, finalement, si on ne le considère pas comme une destruction de la relation interpersonnelle, finalement, qu'est-ce que ça offre comme nouvelle opportunité ? Comment est-ce que finalement, cette nouvelle relation qui s'établit, on peut arriver à en faire quelque chose qui soit plus construit, plus constructif pour la suite, sans détruire le lien humain qui existe entre les gens. Parce que quand vous écrivez un SMS, les jeunes, il n'y a que 7% du message qui passe à travers les mots. Vous oubliez 93% de la relation interpersonnelle entre les gens. Donc si j'ai un message à vous faire passer, c'est que là, on va vivre un monde d'opportunités absolument fou, que dans ce monde d'opportunités, l'industrie a une place extraordinaire à jouer, et en particulier d'innovation, de création. Si vous avez envie de donner du sens à votre travail dans l'approche, je crée quelque chose à la fois dans mon quotidien, dans le quotidien des gens qui sont autour de moi, et j'ai envie d'être un acteur de cette révolution industrielle, venez nous rejoindre. On a impérativement besoin de gens de talent qui ont envie de créer des choses et qui ont envie d'être acteurs de leur vie. Voilà, donc si j'ai envie de dire un message, eh bien venez vraiment nous rejoindre. En plus, on recrute en ce moment, on n'arrive pas à trouver les talents. Donc les amis, prenez nos filières. Vous avez la chance en plus dans notre industrie de pouvoir trouver tous les niveaux de compétences et de besoins de formation qui soient un peu avant le bac ou même des thésards. On a besoin de tout le monde. Et puis en plus, cerise sur le gâteau, parce que c'est souvent des questions que les jeunes se posent. En plus, l'industrie paye très bien. Voilà, merci à tous.